Bon, écoutez, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Eh ben, merci à tous d'être présents pour ce rendez-vous. Ce webinaire co-organisé Kerus, Mosaïque et Fraissinet. C'est un grand plaisir de vous retrouver ce soir pour vous exposer un sujet qui nous tient à cœur. Comment la Digital Workplace renforce-t-elle la gestion de la connaissance? C'est une question qui touche du coup à la fois la gestion de la connaissance avec l'idée du KM derrière, mais aussi la Digital Workplace, qui est un espace de travail qui tend à être de plus en plus efficace et utile pour le collaborateur dans son quotidien. Donc, on va démarrer. Et les speakers ce soir, pour vous présenter ce sujet, je vais laisser l'honneur à Bertrand de se présenter. Gentil, ça. Bertrand Robiquet, du coup, comme vous pouvez le voir sur cette slide, je suis donc Knowledge Manager pour l'entreprise Fraissinet. Alors, on parlera un petit peu plus tard dans la présentation de l'entreprise Fraissinet pour vous situer exactement quel est notre cœur de métier. Mais voilà, aujourd'hui, j'accompagne Frédéric sur cette présentation pour vous exposer un petit peu le retour d'expérience que l'on a sur l'utilisation de la solution Mosaïque pour avoir bâti une plateforme collaborative de gestion des connaissances au sein de notre entreprise. Voilà. Et Frédéric Veldeman, donc je suis digital stratégiste chez Kerus et j'ai eu la chance de suivre ce projet aux côtés de Bertrand. Voilà. Donc, au sommaire et au programme de cette présentation, un sommaire relativement simple. On va bien sûr s'accorder un petit quart d'heure et pas beaucoup plus sur les enjeux de la gestion de la connaissance en entreprise. Donc, ça va être la partie un petit peu théorique de cette présentation. Elle sera assez courte et on a fait l'effort avec Bertrand de vous remonter vraiment les éléments essentiels à ne pas louper pour aborder ce type de projet. On laissera bien sûr une part belle au retour d'expérience que propose aujourd'hui Bertrand dans son projet de knowledge management chez Fraissinet. On répondra également et bien sûr à la grande question de quelle place le KM doit-il prendre dans la Digital Workplace. Ça, c'est on abordera bien sûr la gestion de la connaissance au travers des projets, au travers des espaces métiers. Et on a fait l'effort et donc resté jusqu'au bout, déterminé par un petit espace démo en live pour vous mettre in situ dans un environnement relativement idéal pour ce type de projet. Voilà. Et on terminera par le classique question-réponse, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout au long de cette présentation le chat qui est à votre disposition, de nous donner vos questions au fil de l'eau et Clara se fera un plaisir de nous les remonter et on y répondra bien évidemment en fin de session. Alors, on va attaquer la partie un petit peu théorique et on va se focuser sur les enjeux de la gestion de la connaissance en entreprise. Avec ce premier slide qui plante, je dirais, un petit peu le décor sur la façon dont fonctionne la gestion de la connaissance dans une entreprise. Et on peut déjà voir qu'il y a deux catégories, je dirais, la connaissance explicite et la connaissance tacite. Alors, on peut déjà, de par ce schéma, voir que la répartition entre explicite et tacite, elle est par défaut relativement très déséquilibrée. La partie explicite en haut, c'est finalement le savoir-faire qu'on a pu codifier et stocker dans une base de connaissances sous la forme de plusieurs types de documents. Et c'est ce qui va finalement constituer votre KM. La partie tacite, finalement de loin la plus volumineuse, elle est même, je dirais, inquantifiable. C'est le savoir-faire informel que les collaborateurs possèdent par le fruit de leurs expériences
mais qui échappe quelque part à l'entreprise car elle est finalement très difficile à formaliser. Et c'est dans cette partie tacite que l'entreprise subit finalement le plus le syndrome de la fuite du savoir, d'une part à cause du turnover, et d'autre part parce que la connaissance est par définition pas exprimée, en tout cas pas formalisée, et elle ne vit que par les interactions des experts entre eux. Donc, et ce problème d'une connaissance un peu stratégique qui serait stockée uniquement dans la partie tacite, ça serait, dans le pire des cas, d'y voir finalement un savoir-faire unique qui distingue finalement votre entreprise de vos concurrents. Donc, quelque chose d'assez stratégique, d'assez clé, mais qui du coup ne serait pas pérennisé dans votre KM. Donc, l'enjeu d'un projet, c'est bien sûr de rééquilibrer en mettant un maximum de tacite vers la partie explicite. Et on va bien sûr se focuser sur les leviers qui permettent de faire remonter cette connaissance du tacite vers l'explicite, mais c'est aussi d'entretenir cette connaissance tacite par un principe communautaire et de continuer à faire vivre ce savoir-faire en instaurant du dialogue entre les experts au sein, par exemple, de communautés de pratique. Donc ça, ce sont un ensemble d'éléments que nous allons parcourir tout au long de cette présentation. Parce que toutes les connaissances sont importantes et il ne s'agirait pas non plus de caricaturer en se disant tout ce qui est en tacite, il faut que je le passe en explicite. C'est plus compliqué que ça. Et le tacite a aussi une grande valeur, je dirais, dans l'émulsion et dans la vie de la connaissance dans l'entreprise. Donc ça, je dirais, c'est l'état des lieux d'où en est l'entreprise et de ses grands challenges. Il faut aussi tenir compte d'un autre aspect, c'est le mode de travail en entreprise, puisque ces modes de travail, ils évoluent. On constate que le mode organisationnel est très hiérarchique et très siloté, a tendance à laisser sa place à un travail plutôt en réseau, plutôt en communauté. Et ce schéma d'organisation va faciliter naturellement le partage de l'information, ce qui est plutôt une bonne chose. La communauté de pratique, elle va aussi favoriser la publication que j'appellerais spontanée. Parce qu'aujourd'hui, on ne produit plus que pour son manager, mais on publie aussi pour un collectif. Et ce collectif permet de consommer le fruit du travail des autres, mais aussi de l'alimenter, ce travail. Et donc, on va avoir une publication souvent beaucoup plus spontanée, et ça va être un des leviers, on le verra tout à l'heure, pour alimenter notre fameux KM. Ce mode de travail en réseau, il challenge aussi la façon de stocker et de faire vivre ces documents qui vont voyager beaucoup plus entre les individus. Et arrive un phénomène qu'on n'avait pas forcément avant, c'est que finalement, on se moque un petit peu de savoir où est stockée cette information. C'est finalement pas ça l'enjeu, parce que l'efficacité va reposer surtout sur l'expérience de la recherche. Et l'expérience de la recherche, on va parler de mots-clés, d'indexation par thème ou de métadonnées. Tous ces éléments-là qui vont finalement transpirer cette fameuse codification qui va permettre de stocker une connaissance structurée. Voilà. Donc ça, ce sont nos deux états des lieux, je dirais, sur lesquels il va falloir tenir compte tout au long du projet de Knowledge Management. Alors, dans ce tableau, on a essayé de résumer avec Bertrand, finalement, les piliers de ce projet. À la fois, à gauche, les 4 grands enjeux principaux, et à droite, je dirais, les actions qu'il va falloir mener pour mettre en musique un projet de KM. Donc, le premier élément, c'est le plus évident, hein, c'est évidemment un enjeu de disposer d'un référentiel capable de centraliser et de mutualiser toutes les expériences métiers de l'entreprise. Donc, et là encore, classiquement, la réponse, elle est assez simple, elle est assez évidente. Encore faut-il le faire, c'est de créer un contenu, de le mettre en partage et de motiver les experts à faire cet effort de publication au quotidien et d'alimenter cette fameuse base de connaissances. Donc là, ici, on est en train de parler un petit peu des fondamentaux. On retrouve aussi des enjeux d'apporter une réponse commune à l'échelle de l'entreprise
pour opérer, je dirais, dans les règles de l'art. Donc là, on va retrouver une notion de qualité, d'engagement et de pérennité des solutions qui sont proposées par votre entreprise et de se dire, quand je fais appel à 2 chefs de projet d'une entreprise, on aimerait bien que la réponse idéale soit évidemment la même. Et donc, ça va passer par un effort qui n'est pas neutre, et Bertrand en parlera très bien tout à l'heure, c'est ce gros travail d'identification des bonnes pratiques, et une fois qu'elles seront identifiées, d'être capable de les documenter. Alors, cette documentation, elle peut être très variée dans sa typologie. On peut parler de procédures, de méthodes, de retours d'expérience, de références projet, de success story, etc., etc. Le 3e point, c'est de faire face à la perte du savoir parce que gros turnover dans les équipes métiers. Ça, c'est un des points qui nous vient le plus à l'esprit quand on parle de sauvegarder la connaissance ou de sauvegarder un patrimoine, parce que ce patrimoine va mécaniquement disparaître au fur et à mesure où vos expérimentés, vos experts ou vos plus anciens vont quitter l'entreprise. Et donc, il faut constituer ce patrimoine et que ce patrimoine appartienne bien à l'entreprise et non pas à la somme des individus qui la composent. Et donc, il va falloir s'assurer que les sachants, qu'ils soient nouvel arrivants ou les plus anciens, peu importe, que tous les sachants de l'entreprise soient mobilisés à contribuer activement dans le KM et de façon régulière. Et le dernier point, qui est un peu en répercussion du 3e point, qui est de permettre aux plus juniors, aux apprenants, d'être en capacité d'accéder à cette connaissance que distillera le sachant, parce qu'il le mettra au service de cette collectivité. Et donc, l'enjeu ici, dans le projet, ça sera de faciliter l'accès aux documents de référence par les plus apprenants et de collaborer et d'embarquer ces nouveaux arrivants ou ces apprenants dans des communautés dans lesquelles participent et sont mobilisés des experts. Voilà à peu près le tableau général qu'on a posé. Je pense qu'on retrouve les enjeux principaux. Alors, il y en a peut-être d'autres, évidemment, mais si on arrive déjà dans un projet qui arrive à répondre à ces 4 grands enjeux, on a quelque chose de relativement déjà très bien structuré. Alors, on a mis, c'est Bertrand d'ailleurs qui m'a partagé ce petit dessin que j'adore parce qu'il résume à lui seul toute la complexité de ce projet, de se dire on a envie d'y aller, on est tous motivés à ne pas réinventer la roue chaque jour, à capitaliser, à profiter du savoir-faire de son voisin, mais en même temps, on a un chrono qui tourne, on a un espèce de rouleau compresseur du quotidien qui fait que finalement, par manque de temps, on oublie de faire des chantiers qui nous font gagner du temps. Voilà, donc c'est toute l'aberration de la construction d'un KM, c'est qu'il faut y accorder du temps et il faut arrêter cette fuite en avant du quotidien et de réinventer la roue. Donc, les quatre piliers pour ne plus réinventer la roue, c'est de l'aborder comme un vrai projet et d'instaurer une vraie politique de partage de la connaissance à l'échelle de l'entreprise et de le considérer comme un vrai projet de la transformation digitale. Pour moi, ça, c'est pas un déploiement d'un outil, c'est quelque chose de beaucoup plus structurant et on le verra tout à l'heure, notamment dans le fait de devoir motiver et challenger les experts. C'est de permettre aussi à chaque métier de l'entreprise et pas que au métier un peu cœur business de trouver ces axes de capitalisation. C'est un outil de l'entreprise, ça doit être donc bénéfique à l'échelle de l'entreprise et quelque part, tous les métiers ont un intérêt, quel qu'il soit, à capitaliser de la connaissance et à profiter de ce vivier. On a un levier d'engagement très fort aussi, c'est de faciliter la contribution pour améliorer l'engagement sur la durée, parce que vous allez lancer un programme, un grand projet, il y aura forcément une dynamique au départ, et puis le temps passant et le quotidien venant,
forcément, il va y avoir un désengagement sur la durée. Donc, le levier quand même le plus sain, je dirais, pour maintenir cet engagement sur la durée, c'est de faciliter la publication et de raccourcir le temps de traitement des experts qui ont d'autres tâches tout aussi stratégiques à faire pour pouvoir alimenter le KM. Et puis enfin, et pas des moindres, c'est de considérer que le temps de partage est un temps de travail à proprement dit et en plus à très forte valeur ajoutée, ce qui nécessite d'inscrire dans le temps de travail et dans la reconnaissance de ce temps de travail, et donc là on parle de politique managériale, que le temps de la saisie, le temps du partage, le temps de l'échange est un temps à très forte valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est tout sauf du temps perdu et que ça doit être peut-être considéré comme un indicateur de succès dans un bilan de mission ou dans un bilan annuel auprès d'un expert qui doit peut-être allouer un certain pourcentage de son temps pour le bien du bénéfice commun. Voilà. On arrive au bout de la partie théorique. Je vous avais promis que ce serait assez dense et assez synthétique. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de laisser la parole à Bertrand, qui va nous exposer un petit peu les enjeux de Fraissinet et comment le projet de KM a été mené chez Fraissinet. Très bien. Eh bien, c'est parti. Alors, tout d'abord, commençons par une présentation de Fraissinet, pour contextualiser un petit peu la présentation. Dans Fraissinet, vous avez peut-être entendu déjà parler, on fait partie du groupe Soletanche Fraissinet, qui est la division des métiers de spécialité de la branche Vinci Construction du groupe Vinci. On est une des entreprises qui couvre quasiment l'ensemble des pays sur la planète. Fraissinet, c'est 7500 collaborateurs. On œuvre à la fois dans les métiers de la réparation, les réparations, renforcement de tout type de structures, allant des monuments historiques aux ouvrages d'art, aux bâtiments industriels, aux structures du génie civil de l'eau, aux pavillons individuels. Et puis, on va également œuvrer dans le secteur de la construction, donc du new build, avec nos métiers, on va dire, vraiment de spécialité et historique à Fraissinet, avec les métiers de la précontrainte, l'installation de haubans sur les grands ouvrages que vous connaissez certainement en France, mais partout à travers le monde, les méthodes de construction, la fourniture et la mise en place d'équipements d'ouvrages, des joints de chaussée, des appuis, etc. Enfin, vous le voyez, juste par cette petite introduction, on couvre une variété de métiers extrêmement importante et un niveau d'expertise assez élevé. Donc pour nous, c'était un véritable enjeu que de pouvoir parfaire la gestion de nos connaissances au sein de l'entreprise et ainsi nous assurer que chaque collaborateur au sein du groupe bénéficierait effectivement d'un socle de connaissances qui lui permettent de travailler au mieux sur ses tâches quotidiennes et opérationnelles. Alors donc les enjeux de Fraissinet, vous le voyez au travers de ces images, c'est des exemples de chantiers qu'on peut réaliser, le renforcement d'un tunnel, le renforcement d'un ouvrage, des travaux de précontrainte, la construction de ponts en banné. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de permettre à chacune des entités de l'entreprise, dans une structure décentralisée, de bénéficier d'un même socle de connaissances et faire en sorte que des entités puissent s'appuyer sur d'autres filiales plus expérimentées via ces retours d'expérience, ces partages de bonnes pratiques de chantier, ces analyses de marché, etc. Deuxième enjeu, c'était de permettre aux ingénieurs, aux opérationnels sur nos chantiers, mais également dans les bureaux, de bénéficier d'un peu plus que nos fiches techniques ou nos procédures d'exécution. C'est ce que présentait Frédéric en introduction. On a ces fameuses connaissances explicites qu'on arrive généralement facilement à partager au travers de nos bases techniques documentaires, grâce à nos réseaux locaux ou même à échelle groupe. Mais ce qu'on voulait, c'était vraiment permettre à nos opérationnels d'avoir bien plus, de bénéficier de ces retours d'expérience, de ces bonnes idées de chantier et de ce savoir-faire qui avait été accumulé au sein de l'entreprise grâce à des sachants et des experts qui travaillaient chez Fraissinet depuis longtemps. Donc l'expression du besoin était claire. On avait un constat assez simple, avec bien sûr ces connaissances tacites, ces connaissances explicites, mais on avait directement un besoin exprimé par les équipes opérationnelles elles-mêmes.
Dans toutes nos entreprises, on a des conventions régionales, nationales, etc. Et finalement, le message qui revenait toujours de ces opérationnels était on veut une base de retour d'expérience, on veut une base de partage qui nous permettra pas forcément de mieux échanger avec des filiales de côté du monde, mais qui nous permettra déjà, même à échelle locale, de mieux partager nos expériences. Le constat est souvent rapide à faire. Des collègues qui sont séparés de 5 mètres dans un même bureau n'échangent pas forcément des retours d'expérience. Et donc, on va à chaque fois réinventer la roue. On va à chaque fois reperdre des heures à réinventer ce qui a déjà été fait quelques mois auparavant. Voilà. Donc, le besoin était très simple. Et ces enjeux, assez clairs pour l'entreprise, dans une optique de développement de nos activités, clairement été pris en main par la direction générale qui, chez Fraissinet, a décidé de mettre en place une véritable stratégie de knowledge management et de définir un outil qui permettrait de répondre à ces enjeux. La connaissance disparate selon les territoires, c'est un peu ce que je disais, on couvre quasiment l'ensemble de la planète avec nos différentes filiales, mais bien sûr, bien qu'on ait 75 ans d'expérience chez Fraissinet, on a forcément des entités qui sont plus jeunes, mais pour lesquelles on va avoir exactement les mêmes exigences au sein du groupe en termes de développement, en termes de sécurité, en termes de pratique sur nos chantiers. Donc l'objectif de ces plateformes était de mettre à disposition de ces filiales plus jeunes le retour d'expérience et ses connaissances acquises par des filiales plus matures. Voilà. Le besoin de transversalité sur le savoir-faire technique, c'est un petit peu ce qu'on disait, faire en sorte qu'on puisse fournir à nos opérationnels davantage d'informations que nos simples documentations explicites, nos simples documentations techniques pour éviter d'avoir à réinventer la roue jour après jour, semaine après semaine ou année après année. Et donc, pour mettre en place ce système, la direction générale, via cette stratégie de knowledge management, a vraiment pris le parti de créer un rôle un peu sur mesure au sein de l'entreprise, qui n'existait pas auparavant, et donc de définir ce knowledge manager, que j'ai la fierté de représenter aujourd'hui, étant justement issu du terrain. C'est-à-dire que ça fait 10 ans que je travaille chez Fraissinet, mais j'ai commencé comme ingénieur commercial pour Fraissinet France. Donc j'avais finalement connaissance de ces problématiques que j'ai pu rencontrer, mais du coup qui continuent d'être rencontrées par mes collègues. Et finalement, il y a eu une espèce d'évolution naturelle vers ce poste qui m'a permis de bâtir ces plateformes collaboratives, donc en lien avec Mosaic pour pouvoir apporter une réponse justement à ces outils et à ce besoin de recherche d'informations et de partage d'informations. Mais voilà, il y a eu vraiment une prise de position de l'entreprise de gérer ses connaissances via un outil, via une démarche et via une personne qui pourrait piloter l'ensemble du processus et faire en sorte qu'il reste dynamique, qu'il soit bâti sur le long terme et que ce ne soit pas uniquement l'expression d'une envie d'un moment et qu'on ne puisse pas le poursuivre sur le long terme et à l'échelle de la planète. L'expression du besoin, bien sûr, via la construction de cette plateforme, elle passe d'abord par l'identification de cette connaissance. On génère une quantité phénoménale d'informations jour après jour, et encore plus lorsqu'on partage notre activité entre 70 pays. Donc, identifier le savoir, c'est savoir ce qui nous permettra de nous améliorer au jour le jour, que ce soit dans des activités commerciales ou dans des activités de production chantier. Finalement, c'était assez simple. C'était comment partager nos retours d'expérience, nos bonnes pratiques de chantier, comment partager des analyses de marché, des succès, mais parfois aussi des échecs en termes de business development dans certaines de nos entités. Donc, on le voit bien, ce n'était pas uniquement un objectif de partage de savoir-faire technique, mais de savoir-faire global lié à nos activités, que ce soit dans la réparation ou dans le neuf, mais qu'on puisse fournir à nos opérationnels une compréhension globale de nos métiers, d'une approche technique, marketing, mais également opérationnelle. Donc, il y a l'identification du savoir, qui est la première pierre à poser. Et ensuite, une fois qu'on l'a identifié, on le consolide au travers d'un outil, on le valorise par le biais de cette information qu'on va enrichir grâce à un réseau qui se construit autour de cette démarche collaborative. Et ensuite, on le partage du mieux qu'on peut au sein du réseau. Chez Fraissinet, donc, on a eu l'habitude depuis des années de partager nos documentations via des arborescences assez classiques, des bases documentaires. Et justement, la demande de la direction générale lors du lancement de cette stratégie de KM était de balayer un petit peu ces anciennes pratiques. Non pour dire qu'il fallait les laisser totalement de côté, parce qu'une base documentaire a toujours généralement quand même un intérêt, mais si on souhaitait partager de la connaissance,
il fallait le faire autrement, de manière beaucoup plus dynamique, de manière beaucoup plus intuitive, faire en sorte que quelqu'un qui recherche une information ne se retrouve pas dans une impasse, justement via une hiérarchie de documents, il y a une arborescence assez classique, mais plutôt puisse rebondir et se voir proposer, suggérer des informations complémentaires à sa recherche initiale. Donc le maître mot au départ, c'était de dire on va faire une plateforme collaborative qui va se construire sur le modèle du Wikipédia, que tout le monde connaît. On trouve une information et puis on rebondit via des liens de manière à enrichir la recherche. C'est le schéma que vous retrouvez à droite qui permet en fait de bâtir l'information à travers de pages qui intègrent des liens, mais qui s'appuient toujours sur des documentations techniques stockées, on va dire, dans le back-office de la plateforme. Et pour répondre justement à ce besoin de Wikipédia, d'informations suggérées, de rebond, bien donc on a bâti la solution sur environnement SharePoint, puisque ça découlait d'une politique d'entreprise bâtie sur la suite Office 365. Et pour faire en sorte que ça devienne de plus en plus dynamique, sympa, on va dire, en termes d'utilisation, et qu'on puisse optimiser la remontée d'informations et cette génération de liens entre pages, on s'est appuyé sur la solution Mosaïque pour avoir non pas uniquement la solution Office 365 et SharePoint, mais SharePoint plus un plus qui nous permettait vraiment de parfaire la navigation sur cet outil. Voici quelques exemples. Donc là, vous avez des impressions écran de quelques sections de notre plateforme qu'on a appelée le e4EVA, lié à une démarche d'entreprise. Vous avez à gauche la page d'accueil qui est finalement bâtie sur l'environnement SharePoint avec des composants natifs, mais qui est largement améliorée par des composants additionnels donc proposés aujourd'hui par la solution Mosaïque et qui va nous permettre de mettre en avant de manière beaucoup plus évidente des pages importantes qu'on aura promis en tant que news. On va mettre en avant des focus, des liens qui vont nous renvoyer tout de suite depuis la page d'accueil vers des informations pertinentes pour le réseau sur lesquelles on va souhaiter vraiment mettre l'accent. On va mettre en avant des contributeurs de manière à les valoriser dans cette démarche collaborative. Il faut savoir que chaque page de notre outil est liée à des contacts pour avant tout toujours mettre le réseau et les personnes en avant associées à cette connaissance. Vous avez au centre de la présentation une des sections de notre plateforme, donc qui est bâtie selon différents domaines, avec des mots-clés qui permettent très facilement de filtrer du contenu, donc sur des retours d'expérience de chantier, qu'on va par exemple filtrer sur une propriété bâtiment, pour permettre aux opérationnels et aux commerciaux d'avoir en un seul clic l'ensemble des retours d'expérience générés par les filiales sur les projets de bâtiment. Et puis à droite, vous arrivez, on va dire, au niveau le plus bas de l'information, qui est finalement cette page qu'on se voulait voir version Wikipédia avec du texte, avec des vidéos, avec des photos, avec des contacts, avec des liens qui vont envoyer vers d'autres pages. Il y a une table des matières dynamique qui est présentée sur le côté de la page et qui fait partie de ces composants spécifiques proposés par Mosaïque, de manière à vraiment permettre à un utilisateur de rebondir et d'enrichir sa recherche depuis une seule page. Encore un exemple avec un moteur de recherche qui est proposé par Mosaïque, avec une vue assez sympathique des pages qui ont été créées. À droite, un ensemble de mots-clés qui est défini de manière native dans la banque de termes du SharePoint, mais qui apparaît de manière beaucoup plus agréable dans cette page et dans ce moteur de recherche. Donc on va pouvoir filtrer sur des retours d'expérience, sur le champ d'application bâtiment et ensuite sur une de nos activités, donc phare, le renforcement des structures, et d'avoir à gauche le résumé des pages qui ont été créées avec un résumé de l'information, des contacts associés aux pages, etc. Un autre exemple, pour présenter un petit peu la démarche qui a été portée par Fraissinet, c'était à la fois de bâtir des pages, donc permettre à l'ensemble de nos filiales de pouvoir contribuer et d'enrichir notre base de connaissances, mais de pouvoir également profiter de tous ces contenus qui avaient été générés essentiellement depuis 1 an et demi, 2 ans, en raison notamment de cette crise du Covid, avec beaucoup de webinaires, beaucoup de vidéos qui ont été produites par les entités. Et plutôt que de considérer ces vidéos comme des fichiers seuls qui risqueraient de se perdre à nouveau dans des réseaux, dans des ordinateurs partagés uniquement entre 5 ou 6 personnes ou dans un instant vraiment réduit, aujourd'hui, on est totalement capable de réintégrer ces vidéos dans nos pages, de les chapitrer, d'y affecter des mots-clés et de les rendre encore plus pertinentes et encore plus puissantes, contextualisées dans des retours d'expérience de chantier ou dans d'autres types d'informations qu'on a souhaité partager dans cet outil. Voilà.
La démarche qui a été portée par la direction générale et qui était initialement dédiée uniquement à une part de notre activité, à savoir la réparation, s'est avéré être un succès. Et donc, la décision a été naturellement prise de dupliquer cette plateforme sur l'autre part d'activité de notre entreprise, à savoir le neuf, exactement bâti sur la même architecture, sur le même concept, pour ne pas perdre les utilisateurs, mais les maintenir dans un environnement cohérent et donc similaire. Et aujourd'hui, on a l'ensemble de notre activité qui est couverte par ces plateformes collaboratives, mais surtout par ces process de consultation et contribution par l'ensemble de nos filiales. Voilà. Alors, je parle beaucoup, je suis désolé, je parle assez vite. Il y a plein de choses à montrer, mais voilà, ça vous donne une idée un petit peu du type d'outils qu'on a su créer en s'appuyant sur Mosaic pour faire en sorte que ce soit un petit peu plus sympathique, que la remontée des contenus soit beaucoup plus claire et qu'on puisse naviguer de manière beaucoup plus facile. Mais maintenant, je vais laisser la parole à Frédéric pour poursuivre dans sa démonstration et peut-être plus présenter la solution Mosaïque et ensuite une démo de l'outil. Voilà. Il y aura des questions-réponses, bien sûr, à la fin de la session. N'hésitez pas. Merci Bertrand. On va revenir sur le slide. Hop, merci Clara. Et donc oui, alors quand on a un KM, forcément, hein, il démarre petit, et puis l'idée c'est de le faire grandir. Et pour nous, donc, du coup, c'est un double succès que la partie Foreva s'étende sur la partie sur l'activité de création et de créer les bâtisses chez Fraissinet. Donc, on voit bien que c'est soit un deuxième portail, soit une extension clairement de ce portail. En tout cas, c'est un KM qui s'étoffe. Et donc, pour accélérer cette dynamique et pour ne pas repartir d'un projet de zéro, dans cette extension sur le deuxième point d'activité de Fraissinet, il y a bien sûr l'idée de répliquer ce qui marche. On a dit qu'on essayait de ne plus réinventer la roue, et c'est exactement ce qu'on va essayer de s'appliquer dans ce projet-là. C'est de capitaliser sur la partie Foreva pour étendre une extension du KM. Et pour ce faire, du coup, on va s'appuyer sur une autre fonctionnalité qui est très intéressante et qui est proposée par Mosaic, qui est l'usine à site et qui va permettre de faire de la réplication, mais de la réplication soignée dans le sens où sur la base des modèles qui sont déjà disponibles et qui ont été bâtis et peaufinés dans le temps côté Iforeva, c'est qu'on va pouvoir les injecter dans l'usine à site Mosaic pour finalement retrouver un miroir de ce portail KM et d'y avoir du coup un réceptacle prêt à l'emploi sur la nouvelle activité. Et cette réplication, elle a l'avantage de sauvegarder la mise en page, les fonctionnalités et tous les paramètres de WebPart qu'on a affûté dans le temps avec Bertrand. On a aussi cette capacité d'aller répliquer des métadonnées qu'on aura définies au départ et qui vont être du coup embarquées dans les réplications de pages, ce qui va pouvoir permettre de déjà référencer et de rendre tout de suite très opérationnel ces templates. Il n'y aura plus qu'à saisir le contenu spécifique, je dirais, à l'intérieur, mais le contenu n'est pas encore là, bien évidemment, mais le contenant est déjà, je dirais, pré-packagé, et on va même pouvoir sauvegarder les droits, savoir si c'est des pages publiques, des pages privées, et on va même pouvoir répertorier des groupes utilisateurs ou réappliquer des droits directement depuis l'usine à site, ce qui va foncièrement accélérer le deuxième projet par rapport au premier. Un petit slide pour répondre à la question clé de la place du KM dans la Digital Workplace. Alors, moi, j'ai trouvé 3 réponses. Il y a bien sûr la première réponse qui est finalement la plus évidente, c'est que dans ma Digital Workplace, j'ai plusieurs sites, j'ai plusieurs portails. J'ai le portail de la communication, le portail RH et j'ai le portail de la connaissance. Donc là, il existe en tant que tel et c'est le point d'accès unique et central du patrimoine documentaire de l'entreprise. Jusqu'ici, rien de très exotique, tout va bien.
On peut aussi utiliser le KM finalement comme une brique de service qu'on va aller injecter dans différents sites, portails, espaces métiers, parce que finalement, il a du sens. Alors, ce qu'on va faire, bien évidemment, c'est qu'on va périmétrer, je dirais, une partie de la ressource pour le rendre 100% opérationnel et intéressant dans le contexte dans lequel on l'a injecté. Donc, typiquement, en RH, ça peut être la liste des postes à pourvoir sur le territoire français. Voilà, ça peut être dans un espace métier qui soit juridique, commerce, marketing, comme l'a dit tout à l'heure Bertrand. Toute la masse accumulée ici va pouvoir servir tous les métiers de l'entreprise. Donc ça, c'est une brique de service qui va venir porter, sous-tendre une activité sur un vertical métier. Et puis, on a le troisième point. Je parlais de communauté tout à l'heure et de la connaissance tacite qu'il faut absolument entretenir. C'est de l'injecter dans une communauté de pratique, de veille ou même projet, et de venir l'injecter comme une base de documentaire à disposition de l'équipe projet ou de la communauté pour faciliter la création de livrables. Souvent, l'objectif de la communauté ou de l'espace projet, c'est de créer du contenu et donc de créer du document. Et pour créer ces documents, on a besoin de s'appuyer sur un passif, sur une expérience et sur une gestion de la connaissance. Alors, cette partie-là, moi, ce que je vous propose juste après, c'est de la voir dans la démo. Juste pour terminer sur l'engagement, moi, je vous ai mis quand même 3 points qui vont fortement faciliter l'engagement. C'est l'aide à la contribution, et ça, on va le voir dans la démo, c'est faciliter la vie de l'expert qui, en 2 clics, doit pouvoir publier une fiche dans la base knowledge. Ça, c'est un enjeu, je pense, de pérennité. Le deuxième point, c'est bien sûr l'efficacité de la recherche. On l'a vu tout à l'heure sur les écrans de Bertrand, la qualité de la recherche et la pertinence de la recherche, c'est fondamental. C'est le cœur même du réacteur. Et puis le troisième point, c'est un petit peu ce que je viens d'aborder sur le slide d'avant, c'est de savoir dans quel contexte le KM a le plus de valeur ajoutée, peut-être pas en tant que portail unique, mais en tant que brique de service qui va venir supporter une activité. Voilà. Et je pense que la meilleure façon de consommer le KM, c'est sûrement en immersion dans un contexte métier ou dans une communauté. Et c'est peut-être là aussi qu'on a le plus de chances de voir les contributeurs enrichir cette base de connaissances parce qu'ils sont focusés sur un sujet et quand ils auront pérennisé leurs livrables, peut-être une partie de ces livrables sera éligible à venir enrichir à leur tour le KM. Donc, c'est une très bonne façon, à mon avis, de le consommer, mais aussi de l'enrichir. Donc, je vous propose de passer en petit espace démo. Et justement, pour cet espace démo, comme j'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est de basculer sur un espace, sur une communauté de pratique. On a vu tout à l'heure avec l'exemple de Bertrand, le portail KM. Et moi, je vous propose de regarder comment on peut consommer cette base de connaissances dans une communauté de pratique. Donc là, je ne sais pas si tout le monde voit mon écran. Bertrand, tu vois mon écran? Oui. Je vois bien. Allez, c'est parti, super. Donc là, je vous ai simulé avec l'aide des équipes de Mosaïque une communauté de pratique. Donc la thématique qu'on a pris là, c'est une communauté qui travaille sur le big data. Donc dans cette communauté de pratique, on va retrouver bien sûr le titre, le leitmotiv. Alors je suis dans SharePoint, vous avez bien sûr pour la plupart tous reconnus. Je suis dans SharePoint. Donc là, je vais avoir le leitmotiv de la communauté, cette capacité à rechercher des documents dans la communauté. Mais aussi d'aller ici s'appuyer sur la base de connaissances qu'on aura périmétrée, je dirais, aux enjeux de la data. Donc, je ne vais pas retrouver tout et n'importe quoi. Je n'appelle pas tout le KM, j'appelle une partie du KM qui m'intéresse. Donc là, on a préscopé, je dirais,
des thématiques, donc des mots-clés qui font partie du fameux thésaurus, du référentiel de mots-clés de l'entreprise. Et sur cette base-là, je vais pouvoir rapidement trouver des documents. Alors, ces documents vont m'aider à générer des documents validés, des documents en cours de travail. Je vais bien sûr, parce qu'on parlait communauté tout à l'heure, et alimenter toute cette connaissance tacite dont je parlais tout à l'heure, pouvoir discuter directement dans cette communauté de pratique avec un composant Teams que Mosaic propose d'injecter directement dans votre espace SharePoint. Donc, on a vraiment tous les outils aujourd'hui pour collaborer. On va retrouver des temps forts, des propositions de formation, des actualités, les fameux membres et contributeurs de cette communauté. Et donc là, par exemple, si je veux enrichir un document de travail qui est en cours de rédaction et que j'ai besoin d'aller me documenter sur le cloud, en un clic, je vais déjà commencer à faire remonter tous les documents qui peuvent m'appuyer. Et puis, je vais même pouvoir rentrer très rapidement en relation avec la personne qui a proposé ce document. Voilà, en étant directement en survol dans sa fiche. Voilà, et je peux même voir l'ensemble de l'activité de ce contributeur, de voir dans quelle organisation il évolue, et voir même tous les fichiers autres qu'il a publiés, parce qu'a priori, c'est un expert en la matière. Donc, on voit le principe de rebond dont on parlait tout à l'heure et qui est très important, c'est de consommer, c'est de naviguer par du contenu et pas que par de la navigation. C'est quand même vachement plus enrichissant. Donc, ça, c'est la partie recherche. Pour la partie publication, on parlait tout à l'heure de la facilité de publication. Ici, typiquement, je vais avoir une fonctionnalité que propose Mosaic, qui est l'aide à la contribution, et qui va me permettre de venir injecter des boutons où je le souhaite dans ma page, parce que j'ai un rôle de contributeur dans cette communauté, et donc je vois apparaître ces fonctionnalités-là, et je me mets dans la peau du coup d'un expert qui veut publier en un temps record une fiche de référence. Donc je vais créer je vais créer un article sur Azure, voilà, par exemple. Je vais faire suivant, je vais valider l'URL. Ah, il existe déjà. Je vais prendre un autre exemple. Data Lake. Voilà, je veux écrire un article ou une fiche dans le KM sur le Data Lake. Et là, automatiquement, alors il m'a mis Azure. Je pense que c'est parce qu'il a tenu compte de ma première saisie. Et là, par miracle, je tombe déjà sur le template pré-packagé avec le sommaire de page, avec le gestionnaire de méta, les zones de rebond qui tiennent compte déjà que ces articles-là sont en lien avec l'activité data et Azure. Donc ça, c'est automatique. Donc ça, c'est assez génial. Et puis, par exemple, si je veux, bien sûr, parce que c'est la clé de la recherche, c'est d'abord de s'efforcer à apporter de la précision dans les méta et dans les thèmes. C'est qu'ici, mon document, mon article, il sera déjà pré-tagué Big Data. Donc, même si je ne fais pas l'effort de venir ici, mon document sera déjà quand même pré-tagué. Donc, ça, c'est très bien. Mais je peux aller un petit peu plus loin dans l'effort. Et l'effort, il est quand même assez simple. Hein. C'est de rajouter des méta, des technologies, Docker, voilà, et en 3 clics, finalement, dans l'interface, sans passer dans l'arrière-cour de SharePoint, je vais pouvoir améliorer la qualification de cet article et des documents associés et publier. Voilà, donc, vous voyez, c'est vraiment un clic pour appeler le template, faire mon copier-coller de contenu, éventuellement enrichir les méta et publier. Donc, c'est à la portée de tous les experts et je pense qu'un expert
peut finalement publier une fiche de référence en quelques minutes seulement et sans compétences particulières vis-à-vis de SharePoint. Et ça, c'est le plus important. Et puis, si je peux rebondir, Frédéric, du coup, dans le retour d'expérience Fraissinet, c'était vraiment le fait de se dire que dans nos entreprises, on a déjà énormément de contenu qui existe. Et pour nous, un des enjeux, c'était déjà de faire en sorte que ce contenu existant, on puisse l'exploiter au travers de ces plateformes. Donc, il y a effectivement la construction de ces pages via les composants d'aide à la contribution qui facilitent vraiment la création des pages. Mais en plus, quand il s'agit uniquement de faire du copier-coller de documents existants avec des trames qui sont déjà faites et qu'on va coller dans les composants de la page SharePoint, c'est vraiment très simple. Voilà. Et en traitant du contenu déjà existant, en mettant en lumière dans ces plateformes, on arrive déjà à un gain de partage d'informations qui est phénoménal dans nos entreprises. Ouais, et on l'a vu tout à l'heure dans les captures d'écran de Bertrand, mais là on l'a en live, hein, c'est que on a cette capacité, parce que des fois je ne sais pas ce que je cherche, et on a du mal à trouver ce qu'on ignore en termes de documents. Donc là, je vais pouvoir, je dirais, aller butiner le KM. J'ai presque envie de dire ça, parce que là, je ne sais même pas quoi saisir, donc je vais pouvoir filtrer actualité. Je sais que ma problématique, elle est sur du Kubernetes. Ah, je vois qu'il y a un document. Ok, bah, je vais pouvoir aller le consommer. Et ça c'est très appréciable parce que du coup, on va pouvoir trouver cette information en quelques clics parce qu'on a fait l'effort de structurer la donnée en amont. Et de cet article, en plus, je vais pouvoir aller rebondir sur d'autres articles qui sont associés, qui sont liés. Je vais pouvoir trouver des documents aussi associés et je vais pouvoir trouver des experts associés. Donc ça, c'est tout ce maillage-là qui va permettre de sauvegarder la partie tacite dont on a parlé tout à l'heure et qui est quand même essentielle parce qu'elle est majoritaire, mais c'est aussi cette communauté de pratique, là, Big Data, est aussi un très bon levier, à mon sens, pour faciliter l'enrichissement du KM et transformer ce tacite en explicite à son tour. Et après, c'est un cercle vicieux et vertueux d'enrichissement de ce KM. Et alors, on peut démarrer un KM avec finalement très peu de documentation au départ et juste activer ces leviers pour que ce mécanisme prenne corps au fil des mois. Alors du coup, Bertrand, je vais te laisser, on va se laisser les 5 minutes de questions-réponses, donc on va arriver à la conclusion. Donc je te laisse dresser un bilan parce que tu es le mieux placé pour dresser ce bilan. Très bien, très bien. Effectivement, on avait préparé cette slide. Il faut savoir que quand on a lancé l'outil, donc il y a à peu près 3 ans maintenant, bien sûr, il fallait un socle d'informations qui nous permettent de lancer l'outil et que les utilisateurs ne se retrouvent pas uniquement avec une coquille vide de remplir. Donc, on avait déjà 70 pages à peu près créées pour couvrir à la fois des retours d'expérience, mais également des référentiels techniques pour la présentation de notre savoir-faire, notre technologie. Bien 3 ans après, on a quasiment 600 pages qui aujourd'hui constituent le contenu de cette plateforme dédiée à la réparation. Là, je présente uniquement le e4EVA. Donc, il y a un véritable process qui s'est mis en place. Alors, accompagné, hein, bien sûr, mais l'outil plaît. C'est quand même le retour assez général de sein de l'entreprise. L'outil plaît, il est dynamique, on trouve de l'information, on rebondit. Il y a plein de choses qui arrivent, pas seulement de l'information, mais des contacts qui permettent vraiment de mieux se positionner dans l'entreprise, de mieux identifier des experts justement dans ce modèle décentralisé dont je parlais, où parfois des entités au Pérou ne vont pas forcément savoir qui contacter au siège ou alors qui éventuellement contacter en Australie. Alors finalement, ils œuvrent sur des niches de marché similaires. Voilà, donc on a vraiment une belle dynamique qui s'est mise en place et puis qui ne s'étouffe pas du tout. Bien au contraire, puisque comme on l'a montré pendant la présentation, on a dupliqué l'outil sur l'autre activité liée au neuf. On échange très facilement, mais on maîtrise totalement le savoir. C'est-à-dire qu'au travers de pages, justement,
on met à disposition l'information, mais il n'y a pas du téléchargement à outrance, il n'y a pas une perte de cette donnée qu'on pourrait justement craindre quand on met à disposition le savoir dans une entreprise. On le maîtrise par des droits d'accès restreints, par des groupes, par des communautés de pratique, des sous-domaines qui ne vont être accessibles qu'à des patrons d'entités et d'autres qui, pour le coup, vont être accessibles à l'ensemble de la communauté concernée par ces activités. Donc, on a un nombre important de pages, mais on a une protection de ces données. Et donc, c'est la troisième section de cette présentation, c'est des retours d'utilisateurs globalement positifs, comme je disais, sur de la consultation, mais également une envie de contribuer, une envie d'être associé à son savoir. On peut très bien avoir uniquement un an d'expérience au sein de Fraissinet, mais être fier de vouloir partager une bonne pratique de chantier ou la réussite d'un chantier pour lequel on va s'être creusé la tête et pour lequel on va justement être content de partager ce qu'on a fait auprès de collègues plus expérimentés et d'être parfois mieux intégré justement dans une entreprise qui couvre un ensemble d'activités et un ensemble de pays assez impressionnant. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Vous l'aurez compris, on est plutôt content, nous, en tout cas, de cette solution et de la mise en place de ces plateformes collaboratives. Je vais laisser la place à Frédéric, mais certainement aussi à cette session de questions-réponses pour vous préciser peut-être certains points de cette présentation. Du coup, on va effectivement enchaîner avec les questions-réponses parce que là, je vois une question. Combien de temps ça prend pour implémenter ce type de projet? Alors, je m'attendais un petit peu à cette question-là et Bertrand, tu vas m'aider à y répondre aussi. Alors, ça dépend. Alors, ça dépend, ça ne va pas vous plaire comme réponse, donc je vais essayer d'être un petit peu plus précis. Je dirais qu'il y a une phase amont. On parlait tout à l'heure du sponsorship, le fait de, je pense, sensibiliser les experts que ça fait partie de leur travail de mettre de l'engagement dans la publication et dans le partage. Je pense qu'il faut sensibiliser autant les managers que les experts à cet égard-là. Et ça, ce travail, il peut prendre un certain temps parce il est tout simplement culturel et ça, on le maîtrise peut-être un petit peu moins et toutes les entreprises ne partent pas du même point de départ sur cet aspect-là. Techniquement, après, ça va très vite. Et puis, vous avez vu, c'est des composants WebPart qu'on positionne dans un SharePoint qui sont très, très facilement administrables. En quelques clics, les paramétrages sont faits. Les modèles de template sont très rapidement faits aussi. Ils peuvent s'affûter d'ailleurs dans le temps. Donc, n'attendez pas d'avoir la copie parfaite pour lancer votre KM. C'est vraiment le piège à éviter. Et moi, je vous recommande de vous lancer, même si la copie n'est pas parfaite, parce qu'on est face à des outils qui permettent d'enrichir la plateforme tous les jours et de se familiariser avec ce qui est attendu réellement par le terrain. Voilà, moi je pense qu'à partir du moment où vous avez un knowledge manager de nommer que vous avez un bon sponsorship auprès du management et que vous avez déjà un premier pool de documents et articles prêts, parce qu'il faut quand même que le premier visage qui apparaisse du KM soit un visage d'efficacité et de soutien. Donc s'il n'y a rien dedans, le syndrome de la boîte vide va plutôt donner une mauvaise image au départ. Donc, je pense qu'il faut un pool de départ de documents. Je ne sais pas d'ailleurs, Bertrand, quel a été ton pool minimal de départ pour ce projet? On disait, on avait créé à peu près 70 pages, mais réparties dans les différentes sous-sections de la plateforme de manière à montrer qu'on abordait déjà l'activité, différents points d'entrée, pour intéresser un public assez large, à la fois des commerciaux, des responsables travaux, des responsables techniques, du management, que chacun s'y retrouve en fait déjà dans un contenu existant. Voilà. Et c'est vrai que on peut, preuve par l'exemple, qu'on peut passer de 70 à plus de 500 très très rapidement. Donc voilà, le temps joue pour le KM et on peut le lancer en quelques semaines assez facilement, je pense, si on sait un petit peu ce qu'on veut et qu'il y ait une équipe projet de mobiliser. Oui, nous, effectivement, c'était ça. On a fait un gros travail en interne pour structurer du contenu et réfléchir à une architecture qui nous paraissait être la plus optimale. Effectivement, la mise en place de l'outil derrière, ensuite, était assez rapide. Il y a une autre question qui a été posée.
Avez-vous eu au sein de l'entreprise, donc j'imagine qu'elle m'est plutôt dédiée cette question, à gérer des restrictions d'accès sur certains contenus documentaires ou connaissances, et si oui, quelle méthode avez-vous utilisée? Alors, je dirais qu'on s'est appuyé justement sur la technologie, on va dire, native de SharePoint, qui permet de créer des espaces, qui permet d'associer à ces espaces des bibliothèques documentaires. Et en fait, ensuite, chaque bibliothèque documentaire ou chaque bibliothèque de page peut être associée de droits spécifiques. Donc, on peut avoir des groupes d'utilisateurs assez nombreux définis au niveau du SharePoint, mais qu'ensuite, on ait des sections qui ne soient accessibles qu'à une certaine population. On peut avoir une section qui va être accessible à l'ensemble des utilisateurs, mais que dans celle-ci, les documents associés aux pages ne soient pas téléchargeables, par exemple. Ou alors téléchargeables, mais ne peuvent pas être supprimés. Voilà. En fait, c'était vraiment pour nous l'avantage, pour le coup, de la solution SharePoint de base, c'est d'avoir une main totalement, on va dire, autonome sur la gestion de cet outil, en termes de droit d'accès, en termes de diffusion du contenu, des documents ou des pages ou des vidéos, etc. Et après, de s'appuyer sur la technologie Mosaic pour améliorer la recherche, etc. Et la solution SharePoint permet déjà de faire un petit peu tout ce qu'on veut en termes de droit d'accès et accessibilité des documents. Alors, on est dans un timing parfait parce qu'il est 19 h pile, promesse tenue. Je suis très heureux d'avoir tenu ma promesse pour le coup. Un format d'1 heure, alors ça passe vite et en même temps, on a le temps d'aborder quand même pas mal de sujets. On peut prendre encore quelques questions si vous avez des questions. On est encore là, donc on va regarder s'il y a des questions dans le chat. Comment évaluez-vous l'efficacité de l'outil? Bertrand, c'est pour toi. Comment évaluer l'efficacité de l'outil? Alors ça, effectivement, c'est souvent une question qui revient, que ce soit en interne ou en externe. Combien de clics, combien de pages ont été vues? Il y a sur SharePoint des possibilités d'analytics. On peut même greffer des Google Analytics aussi sur la technologie pour évaluer les pages qui ont été vues, les zones géographiques qui sont utilisatrices de la plateforme, etc. Mais souvent, et ça c'est plus associé à la démarche KM, je réponds plutôt sur, on va toujours préférer qu'un utilisateur se connecte une fois par mois, mais trouve ce qui l'intéresse dans ses activités, plutôt que quelqu'un qui ira tous les jours juste par curiosité ou navigation un peu systématique. Donc l'efficacité, nous, on la perçoit aujourd'hui par cette dynamique qui se crée au niveau du réseau. Je vais recevoir un mail d'une personne dans une BU qui va me solliciter pour avoir plus d'informations par rapport à une page, ou qui va me mettre en copie d'un mail adressé à un contributeur ou un expert qui a généré une contribution. On va avoir d'un coup une contribution qui va se faire, et puis quand on va analyser un peu le contenu, on va se rendre compte que ce chantier a été préparé grâce à la contribution provenant d'une autre entité. Voilà. Donc c'est plus des indicateurs de performance un peu plus implicites, justement, qu'on évalue moins au travers de ces analytics, mais qui est finalement préférable et qui montre qu'aujourd'hui, l'outil est pas mal utilisé. Je pense que ça résume bien la philosophie d'un projet KM. On n'est pas en train de mesurer la volumétrie, mais la qualité, finalement. Exactement. Et c'est un travail de l'ombre, c'est un travail d'utilité collective plus que de mise en avant de quelqu'un. Exactement. Alors, dernière question. Comment avez-vous maintenu... Pardon, excuse-moi, vas-y Frédéric. Non, mais comment avez-vous maintenu l'attractivité des contributeurs? Disons, justement, quand on voyait tout à l'heure la courbe de création des pages qui ne s'essoufflait pas, on va dire qu'il y a une véritable envie ensuite de prendre part à ce process. On se rend compte qu'on a quelque chose à dire. Comme je disais, on peut avoir uniquement 1 an d'expérience ou 10 ans d'expérience. On se dit qu'à un moment, ça peut valoir le coup qu'on consacre 2 heures à créer une page et partager quelque chose si on estime et si on croit au fait qu'on en fera gagner 4 à un collègue qui est situé éventuellement à 5 mètres, comme je le disais, ou éventuellement à l'autre bout du monde. Voilà. On fait partie d'une entreprise où on est assez fiers justement d'y prendre part par ces métiers de spécialité, par cette expertise.
on a envie aussi de prendre part à ce type de démarche collaborative pour faire en sorte qu'on s'améliore tous et puis qu'on devienne tous efficaces chez Fraissinet. Ok, bah écoutez, just in time, comme on dit, on est dans les clous sur le chrono, donc je vais vous remercier tous, bien sûr, d'avoir participé. Frédéric, excuse-moi, mais il y a encore une dernière question posée par quelqu'un Alors, qui est aussi intéressante, surtout s'il est encore présent. Est-ce par principe de coercition ou objectif collaborateur? Disons que ça peut, mais c'est comme tout dans une démarche collaborative. Être désigné volontaire, parfois ça marche pas, ou alors le faire effectivement sans y croire, ça marche pas forcément non plus. Mais après, effectivement, quand il y a une véritable stratégie d'entreprise qui est menée, ça peut passer par là. Il peut y avoir une période de transition où effectivement il faut forcer un peu et fixer des objectifs de contribution aux collaborateurs pour qu'ils se rendent compte qu'à terme, ça leur apportera et que les choses du coup seront dirigées de manière beaucoup plus optimale. Aujourd'hui, il y avait des objectifs qui étaient fixés sur de la génération de retours d'expérience, mais en créant des documents Word de 70 pages qui allaient être partagés par 3 personnes. Aujourd'hui, on se rend compte que le temps qui est consacré à faire une page sur notre plateforme est fait pour le long terme et partagé entre beaucoup plus de personnes. Donc, effectivement, c'est une stratégie d'entreprise. Ça peut se faire par étapes avec des objectifs et ensuite espérer que ça se fasse de manière beaucoup plus naturelle. Parfait. Bah, écoute, merci pour ces précisions. On va conclure là-dessus. Merci d'avoir suivi ce webinaire, bien évidemment. Merci beaucoup à Bertrand d'avoir joué le jeu, d'avoir témoigné, d'avoir accordé du temps. C'est toujours précieux d'avoir des retours d'expérience clients et des témoignages clients. C'est très précieux et donc merci beaucoup Bertrand pour avoir joué le jeu et nous honorer de ta présence ce soir. Merci beaucoup à Clara pour la logistique en backstage, très appréciable. Et puis on vous donne bien sûr rendez-vous pour d'autres webinaires bientôt sur d'autres sujets. À bientôt, bonne soirée à tous.